Et à tous, l'ANFH Hauts-de-France est ravie de pouvoir, vous accueillir sur, ce webinaire concernant, l'imputabilité au service dans la fonction publique hospitalière. Alors ce sont de nouveaux formats d'intervention que l'ANFH Hauts-de-France a décidé de vous proposer, notamment au regard du contexte sanitaire, qui est le nôtre. Il nous semblait important de pouvoir, maintenir des événements régionaux, heu et de vous offrir la possibilité de participer à des événements régionaux organisés par l'ANFH. D'autant plus que les sujets RH, l'actualité RH est quand même, chargée et donc on avait commencé par vous faire un 1er webinaire sur la ligne directrice de gestion, un second sur, le handicap, et un troisième sur, les impacts du Ségur de la santé. C'est un format qu'on va continuer en 2021 quoi qu'il en soit, donc vous aurez de toute façon de nouvelles invitations et notamment sur, l'imputabilité au service dans la fonction publique. Vous participez aujourd'hui au premier webinaire qui est consacré sur l'accident de service, mais on a conçu Florent Lefrappeur a conçu ce webinaire sous un format, c'est avant tout un parcours de formation et donc à ce titre, on aura, d'autres webinaires qui vont se dérouler sur tout le mois de janvier. On a prévu, chaque semaine d'organiser un webinaire sur le thème de l'imputabilité au service. Le prochain, je vous avais déjà transmis les dates, se déroulera le 7 janvier sur l'accident de trajet. Le 15 janvier sur la maladie professionnelle et contractée en service auprès des titulaires. Le 21 janvier sur le risque contentieux en matière de décision d'imputabilité des titulaires. Le 28 janvier sur le CITIS et la rechute. Et le 4 février, on finira par la réparation. Donc voilà, tout un parcours de formation sous format webinaire qu'on va vous proposer donc, sur la période décembre, janvier jusqu'à début février. On espère qu'il répondra à vos attentes et surtout si vous avez d'autres besoins en termes de webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part pour qu'on puisse travailler sur une offre qu'on déploiera tout au long de l'année 2021. En tout cas, on espère sincèrement que ce format vous convient et on est à votre écoute pour le faire évoluer selon vos problématiques et vos besoins. Voilà, je vous laisse la parole, Florent Lefrappeur. Merci beaucoup, Nathalie. Bah, vous avez quasiment tout dit hein, sur le parcours. En effet, hein, l'idée, c'est de voir hein, ces thématiques sur des formats courts, mais en même temps tout en étant complet. Hein. C'est quand même difficile parce que la notion d'imputabilité au service est une notion éminemment compliquée, éminemment complexe, avec un côté à la fois juridique hein, sur la qualification d'un événement, qu'est-ce que c'est qu'un accident de service, de trajet, mais aussi une question médicale aussi hein, importante avec des acteurs qui sont pas toujours nécessairement au fait de la réglementation ou une maîtrise de la réglementation. Mardi dernier, je suis allé dans un centre hospitalier universitaire pour une formation sur le maintien dans l'emploi et à côté de moi dans le train, j'avais un médecin agréé. C'est lui qui m'a parlé, qui m'a dit qu'il était médecin agréé. On a discuté et j'ai remarqué que il y avait qu'il y avait une sorte d'incompréhension hein, de son rôle dans la fonction publique de manière générale et plus particulièrement en matière d'imputabilité au service. Il y a une thématique qui est quand même compliquée, qui est celle du risque contentieux en matière de décision d'imputabilité, notamment de décision de refus. C'est là qu'on va retrouver, l'application, de la jurisprudence d'Anthony parce qu'on a une procédure, qui est malgré tout très précise, qui, si elle est viciée, peut aboutir, à une annulation de la décision. Donc, je vous invite, si vous en avez la possibilité, vraiment à suivre l'ensemble du parcours, hein, parce qu'au fur et à mesure, on fera référence à des notions qu'on a vues, en amont, si vous n'arrivez pas à les suivre, en direct, eh bien, allez voir les «replays» entre guillemets qui seront, mis à disposition
par la NFH. Alors, je vous propose de commencer, Nathalie, hein, par voir en amont, hein, un petit peu en introduction générale sur toutes ces notions-là, l'utilisation de ces notions-là dans la fonction publique, c'est-à-dire à quoi ça sert, hein, cette notion d'imputabilité au service. Et pour le coup, c'est quelque chose d'important. Lorsque j'ai une pathologie qui est reconnue imputable au service et que j'ai une incapacité temporaire de travail, je vais pouvoir déjà dans un premier temps bénéficier d'un CITIS. J'y reviendrai. En matière d'imputabilité, que ce soit pour l'accident de service, de trajet ou de maladie contractée en service, finalement, j'ai deux parties dans ma question de la gestion de l'imputabilité. J'ai une première partie qui est la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie contractée en service. Et en fait, c'est l'incapacité temporaire de travail qui est la conséquence de cette pathologie qui est reconnue imputable, qui permet l'octroi du congé pour indemnité temporaire imputable au service. Donc, c'est le premier type, hein, de droit qui est lié à la prise en charge, entre guillemets, d'une lésion reconnue imputable. Ensuite, on a l'ATI, la rente viagère, et ça, on y viendra dans la dernière partie de manière assez succincte, mais l'ATI, la rente viagère, c'est en réparation forfaitaire des préjudices consécutifs à la pathologie qui est la conséquence d'un accident de service, de trajet ou des incapacités permanentes partielles qui sont liées à la maladie qui a été reconnue imputable au service. Et enfin, j'ai éventuellement la possibilité de demander, et ça c'est très très important, et parce que c'est en pleine évolution, une réparation intégrale des préjudices sous forme indemnitaire, hein. C'est-à-dire que je peux demander des dommages et intérêts, en plus de l'ATI de la rente viagère, pour réparer les préjudices non patrimoniaux et patrimoniaux, hein, une réparation intégrale du préjudice qui serait consécutive à, à la lésion reconnue imputable au service. Et alors, Florent, comment sont financés tous ces droits? Alors, ce financement, hein, il dépend de ce droit. Pour tout ce qui est ATI et rente, on a donc la caisse de retraite qui va financer ce droit-là, c'est-à-dire que l'ATI est financée par une contribution employeur qui dépend du versant de la fonction publique, qui vient financer pour la territoriale et l'hospitalière le fonds ATIACL, hein, le fonds ATI-CL. Et puis pour la rente viagère d'invalidité, la rente viagère d'invalidité est un accessoire de pension. Hein, donc c'est la CNRACL, il y a un service invalidité de 24 agents qui s'occupe de la liquidation des pensions d'invalidité éventuellement imputables. Donc ça, c'est de la cotisation, c'est financé. Par contre, pour tout ce qui est congés et frais, on est dans le principe de l'auto-assurance, hein. C'est-à-dire que ce sont les employeurs publics qui vont s'auto-financer. Bon, ils peuvent prendre éventuellement une assurance qui va venir assurer ce risque-là, mais ce sont les employeurs publics qui vont être en auto-assurance sur ces questions-là. Il en est la même chose sur les dommages et intérêts, où c'est l'employeur public qui va devoir trouver de l'argent pour verser les milliers d'euros, 10, 15, 20, 30 milliers d'euros de dommages et intérêts dont l'agent va pouvoir bénéficier dans le cadre de la réparation intégrale des préjudices liés à la lésion ou la pathologie qui est reconnue imputable au service. Et par conséquent, qui décide de l'octroi d'un CITIS? Qui décide de l'octroi de l'ATI, de la rente? Alors, c'est une question très pertinente parce que c'est la grosse spécificité par rapport au privé. Dans le privé, j'ai quelque part un lien, hein. Donc quand je parle de privé, c'est les assurés du régime général, hein. Ça concerne aussi les agents contractuels de droit public, bien entendu. Au régime général de la sécurité sociale, j'ai un lien, une articulation automatique entre une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et derrière la réparation, éventuellement la rente viagère qu'il y a derrière. Dans la fonction publique, ce qui est étonnant et qui peut d'ailleurs paraître un peu incompréhensif, c'est que j'ai des entités différentes
qui prennent des décisions indépendantes. Donc la reconnaissance de l'imputabilité, y compris après la radiation des cadres, c'est une décision qui appartient à l'employeur. Mais par contre, pour l'ATI et la rente viagère, ce sont des décisions qui appartiennent à la TIAC, le CNRACL et au SRE. Ce qui veut dire que, et ça, le Conseil d'État l'a dit depuis longtemps, je peux tout à fait avoir un agent à qui on reconnaît l'imputabilité au service des conséquences d'un accident de service ou d'un accident de trajet, mais que la CNRACL refuse de reconnaître imputable au service pour l'octroi d'une ATI. Et je peux me trouver dans une situation où l'agent, il y a une reconnaissance de l'imputabilité au service par l'employeur, mais la CNRACL, elle, refusera le versement de l'ATI pour la même situation, parce qu'elle se repose l'entièreté de la question de l'imputabilité. C'est la raison pour laquelle la CNRACL va vous redemander tout un dossier d'imputabilité. Parce qu'en fait, elle va se reposer la question de l'imputabilité. Il n'y a pas de lien, il y a une indépendance entre le décisionnaire et entre le droit, entre la reconnaissance de l'imputabilité par l'employeur et les conditions d'octroi de l'ATI. C'est la même chose pour la réparation complémentaire. Hein. C'est-à-dire que si par exemple un agent ne fait pas de demande d'ATI dans les temps, et qu'il n'y a pas le droit. Ou alors qu'il y a un refus de la CNRACL qui n'est pas, enfin de la TIAC, qui n'est pas contesté dans les temps. C'est pas pour ça que l'agent ne pourra pas demander des dommages et intérêts pour obtenir la réparation de préjudices autres que ceux qui auraient été réparés par l'ATI et la rente viagère. Donc on a une indépendance des décisionnaires et une absence de lien entre les différentes entités qui vont prendre leurs décisions. Heu, Ça reste que, en matière d'imputabilité, au service de la lésion ou de la pathologie, on est, sur, un employeur, décideur, hein. C'est-à-dire que, c'est l'employeur public, en matière de reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences de la pathologie ou, de, l'accident, qui va être, compétent, qui aura la responsabilité de la prise de décision de reconnaissance de l'imputabilité au service, sans être lié par l'avis de différentes instances et notamment l'avis des instances que sont la commission de réforme. Donc, si jamais d'ailleurs il se sent lié par l'avis de la commission de réforme, eh bien, mon agent pourra demander l'annulation de la décision au motif de ce qu'on appelle une incompétence négative. Alors du coup, c'est une sacrée responsabilité pour les employeurs publics et c'est aussi une grande différence par rapport au régime général. Oui, hein, bien entendu, c'est d'une part une grande responsabilité et ça n'a rien à voir avec le régime Mmh. général, hein, puisque le régime général, on a un employeur qui voit comment dire, heu, la responsabilité de la prise de décision qui est assurée par une entité extérieure, alors que au régime spécial des fonctionnaires, c'est l'employeur hein, qui va prendre cette décision. Hem, et d'ailleurs, ce moyen d'incompétence négative est un moyen d'ordre public, hein, qui peut être soulevé directement, par, le juge administratif, et par ailleurs, je l'ai dit et je le répéterai, lors de la formation, sur les risques contentieux, on a, toute une problématique, liée, au processus décisionnel. En tout état de cause, l'employeur, il est pas seul, hein, quand même. Il est pas seul, il peut se faire aider, notamment, on va le voir, dans la procédure du médecin du travail, d'un médecin expert et de la commission de réforme qui vont donner des avis, qui vont permettre ensuite à l'employeur de se positionner sur la reconnaissance de l'imputabilité au service. Vous m'entendez, Nathalie? Oui, alors l'agent victime, l'agent qui est victime d'un accident de service ou d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle, est-ce qu'il a le droit à un CITIS? Alors, c'est pas
tout à fait ça, c'est un peu plus compliqué et je m'en vais vous préciser. J'espère, et je fais une petite parenthèse, qu'il y a pas de problème de réseau et qu'il y a des gens qui nous entendent quand même, parce qu'on est passé de 80 personnes à 50 d'un seul coup. Est-ce que vous nous entendez? Oui? Bon, d'accord, donc il y a dû y avoir un problème de réseau quelque part. Oui, merci, hein, madame, on va continuer, puis on essaiera de voir ce qu'il en est, par ailleurs, parce que 30 personnes qui sont déconnectées d'un seul coup, c'est qu'il y a un problème de réseau ou alors on dit vraiment des horreurs, mais ça m'étonnerait. On verra. Merci beaucoup. Donc bon, ça marche, on n'est pas tout seul Valérie, pardon, Nathalie, ce qui est heu, c'est plutôt rassurant. Hem donc, ce que je vous disais, hein, c'est que c'est pas tout à fait ça. Le texte, l'article 21 bis de la loi 83 634 est quand même assez explicite sur la question et il nécessite d'y revenir, hein. Vous savez, revenir à la base des textes, c'est souvent important. Le fonctionnaire en activité a le droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable, un accident de trajet et à une maladie contractée en service. Donc, si vous voulez, j'ai d'abord la question de la qualification de l'accident et derrière de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la lésion. Et derrière, lorsque j'ai une incapacité permanente partielle, une invalidité temporaire qui est imputable à cette lésion, c'est ça qui va octroyer, qui va permettre à l'agent de bénéficier du CETIS. Alors, pour donner un exemple très simple, j'ai un agent qui tombe dans les escaliers et qui se fait une entorse du poignet. L'événement, c'est la chute dans les escaliers. Et donc, la première question à se poser, c'est: est-ce que je suis face à un accident de service? Et donc, notamment, qu'est-ce que faisait l'agent à ce moment-là? Est-ce qu'il est dans le temps, dans le lieu et quelle est l'activité qu'il exerçait à ce moment-là? Donc, est-ce que je suis face à un accident de service? Et deuxièmement, est-ce que c'est bien cette chute qui a provoqué cette lésion? Et donc je reconnais l'imputabilité au service de la lésion et derrière, si, j'ai une invalidité temporaire, qui est consécutive à cette lésion et bien c'est là que je vais octroyer à l'agent le CITIS, hein. Donc c'est ça le CITIS, c'est le congé qu'on va octroyer lorsque j'ai une invalidité temporaire imputable au service, c'est-à-dire consécutive à un accident de service, de trajet ou une maladie, contractée en service. Alors justement sur les conséquences, est-ce que vous pourriez préciser un peu plus, comment Oui, avec plaisir, Nathalie. On va commencer par, aujourd'hui la notion d'accident de service et puis la prochaine fois d'accident de trajet, et puis maladie contractée en service puisque c'est ça qui va présider à l'octroi du CITIS, hein. C'est pour ça qu'il y a une partie sur l'accident de service, des trajets de maladie contractée en service et une partie sur la gestion du CITIS en tant que tel. C'est-à-dire que ma première étape, c'est de savoir si ma lésion est consécutive à, un accident de service. Donc finalement, la décision, enfin la procédure, le processus, de la réflexion, sur l'imputabilité, au service se divise en quelque part 2 étapes. La première étape, c'est la qualification de l'accident, c'est-à-dire que, est-ce que je suis face réellement à, un accident, qui remplit les conditions, de l'accident de service? Et la deuxième question qui va se poser, c'est, eh bien, est-ce que c'est bien cet événement qui, est à l'origine de la lésion qui entraîne l'incapacité temporaire de l'agent? Donc j'ai une question administrative. Est-ce que je suis bien face à un accident de service? Donc ce qui du coup pose la question de savoir ce qu'est juridiquement un accident de service. Et puis j'ai une question médicale qui est celle du lien entre l'événement et la lésion. Et c'est exactement les motifs que je vais pouvoir utiliser pour motiver un refus d'imputabilité. C'est-à-dire que je peux tout à fait refuser de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences d'une lésion parce qu'elle n'est pas la conséquence d'un accident de service.
Et puis, je peux aussi refuser l'imputabilité au service d'une lésion au motif que la lésion était préexistante. Je peux avoir eu un événement qui est un accident de service, mais pour le coup, qui n'est pas à l'origine ou qui n'a pas déclenché euh, la, euh, la lésion de l'agent. Donc, on pourrait tout à fait se retrouver sur un événement qui est qualifié d'accident de service avec une lésion qui n'est pas imputable. Oui, hein, tout à fait, Mmh. c'est tout à fait possible, Nathalie. Je peux me trouver dans une situation comme ça, si, la lésion de l'agent, est préexistante, voire même qu'elle est à l'origine de l'événement. Je prends un agent qui, est en service et qui fait une crise d'épilepsie et qui tombe. Je suis face à un accident de service. Je suis tombé sur le temps, sur le lieu, à l'occasion du service. Mais pour autant, l'épilepsie est la cause de cette chute, ça n'en est pas la conséquence. Hein, donc, l'épilepsie n'est pas imputable. Et si mon agent a une incapacité temporaire de travail consécutive à cette crise d'épilepsie, elle ne sera pas imputable au service, sauf à ce qu'il y ait un événement particulier lié au service qui l'ait déclenché. Mais de manière générale, elle ne le sera pas, puisqu'elle est indépendante de l'événement qui est à l'origine de la chute. Il en est de même lorsqu'un événement ne fait que révéler une pathologie préexistante. Alors, par contre, il faut faire attention à la décompensation. Pour le coup, lorsque un événement entraîne une décompensation d'un état latent, là, pour le coup, ce sera imputable au service. Hein, une décompensation étant un déséquilibre, enfin, une remise en cause de l'équilibre que l'agent avait inconsciemment trouvé pour limiter les effets d'une lésion ou d'une pathologie préexistante. D'accord. Alors, comment démarre la procédure de reconnaissance de l'imputabilité? Alors là encore, c'est très différent du régime général. Hein, puisque au régime général de la sécurité sociale, c'est l'employeur qui déclare. C'est l'employeur qui déclare à partir du moment, donc qui fait que sa DAT, déclaration d'accident du travail, à partir du moment où il a connaissance d'un événement susceptible d'être qualifié d'accident du travail, même si l'agent ou le salarié n'en fait pas la demande. Hein, donc c'est de la responsabilité de l'employeur de faire cette déclaration au régime général de la sécurité sociale. Dans la fonction publique, pour les fonctionnaires, eh bien non. Hein, c'est l'agent qui doit faire une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences de sa lésion ou de sa pathologie. Cette demande, pour être complète, elle doit être constituée de deux éléments. Le premier élément, c'est une déclaration d'accident. Donc, l'agent va indiquer dans ce document les éléments qui permettent d'identifier le lieu, l'heure, les conditions, les éventuels témoins, enfin, tous les éléments qui sont nécessaires au traitement de son dossier d'imputabilité. Alors, il y a un modèle, je vous ai mis le lien là, qui est proposé par la DGAFP. Ce n'est qu'un modèle proposé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation d'utiliser ce modèle et je peux tout à fait créer mon propre document spécifique interne à l'établissement en fonction des spécificités liées à cette à l'établissement ou au caractère accidentogène de telle ou telle activité. Donc, premier élément, c'est cette déclaration, soit sur un document qui est celui de la DGAFP, soit sur un document qui est construit par l'établissement. Deuxième document que l'agent doit communiquer, c'est un certificat médical constatant la lésion. Alors là encore, on a aussi une grande différence avec le régime général de la sécurité sociale parce que le médecin au régime général de la sécurité sociale, il, quelque part, participe à la qualification d'accident de service. Dans la fonction publique, c'est un petit peu différent. Le médecin ne fait que constater
la lésion de l'agent. C'est son seul boulot de constater. D'ailleurs, il n'y a pas du tout l'obligation de constater cette lésion sur le CERFA à TMP du régime général. On peut tout à fait avoir un document à part, à partir du moment où j'ai le numéro d'ordre et l'adresse et les éléments pour identifier le médecin, qui ne fait que constater une lésion. Donc son seul boulot au médecin de l'agent, c'est de constater cette lésion. Et le travail de l'employeur, ça sera justement de chercher le lien entre cette lésion et l'événement dont l'agent a déclaré l'existence. Alors, s'il n'y a pas de certificat médical constatant une lésion, il n'y a pas de question d'imputabilité. Il n'y a pas de question d'imputabilité. Par contre, c'est pas anodin. Comment dire? L'existence, les déclarations d'accident, à mon avis, doivent être traitées dans ce qu'on appelle soit un registre des événements indésirables ou dans le cadre de la santé, sécurité au travail, de la prévention des risques. Hein, ça, c'est un événement important, un élément important. Par contre, une simple déclaration d'accident n'amène pas la nécessité de se positionner sur l'imputabilité d'une lésion qui n'existe pas encore. Alors, donc c'est l'agent qui fait sa déclaration et en plus, cette déclaration doit être recevable, c'est-à-dire que on va vérifier si la déclaration est complète. Donc elle est complète quand? J'ai la déclaration et le certificat médical et on va vérifier aussi si elle n'est pas hors délai. Et est-ce qu'il y a un délai pour faire une demande? Alors, ça, c'est la grande nouveauté, hein, du décret CITIS à l'hospitalière. Parce qu'avant, je n'avais pas de délai, ce qui pouvait poser des soucis, hein. Je pouvais faire une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service par rapport à un événement qui aurait eu lieu il y a 2 ans. Se poser ensuite la question de la preuve de cet événement. Donc, on a introduit un délai. Alors, malgré tout, c'est un délai assoupli souple entre guillemets, c'est-à-dire qu'en tant que technicien du droit, on peut toujours arriver à décaler ce délai-là. Ce délai théorique de base, il est de 15 jours à compter de la date de l'accident. Donc j'ai un événement, j'ai 15 jours pour faire ma demande de reconnaissance avec ma déclaration, ma demande complète de reconnaissance avec ma déclaration et mon certificat médical. Bien entendu, on est en droit de la fonction publique et on a toujours des exceptions et des dérogations, sinon on s'ennuierait. Donc, c'est les exceptions, eh bien, d'une part, c'est lorsque j'ai un certificat médical établi dans les 2 ans à compter de la date de l'accident et transmis dans les 15 jours suivant cette date. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? J'ai un événement que je qualifie d'accident. Je ne fais pas de déclaration. Et dans les 2 ans suivant cet événement, j'ai le premier constat médical d'une lésion qui serait en lien avec l'événement d'il y a 2 ans maximum et j'ai 15 jours pour transmettre ce certificat médical pour être dans les délais. Hein, voilà, donc ça va pouvoir être utilisé si j'ai un événement, mais que j'ai une lésion qui se développe, qui se déclenche plus tardivement. Alors, se posera dans ce cas-là des questions pratiques sur la réalité de l'existence de l'événement. Il y a éventuellement maximum 2 ans et deuxièmement sur le lien médical entre l'événement et l'aggravation de l'état de santé de l'agent. Ce qui compte aussi, c'est d'avoir un premier constat médical, puisque ce premier constat doit se faire dans les 2 ans et j'ai 15 jours, hein, pour transférer cette demande. Ça, ça risque de poser des problèmes pratiques qui ne sont pas anodins sur l'existence, sur les délais, sur les dates à laquelle la déclaration est faite. Et si la déclaration est hors délai, ça c'est nouveau, on va prendre une décision de rejet. Une décision administrative finalement de rejet, administratif au sens où je ne vais même pas me poser la question de l'imputabilité. C'est hors délai, boum, décision de rejet.
Vous pourriez préciser, synthétiser tout ça? Oui, hein, vous le savez, Nathalie, j'aime bien les schémas. Un beau Et schéma, donc, ouais. du coup, je vous propose un petit schéma sur la question. Donc, j'ai mon agent qui fait sa demande. Bon, d'une part, je vérifie si elle est complète, hein. Si elle est hors délai, donc, si j'ai un agent qui me fait une déclaration avec un certificat médical et que cette déclaration et le certificat ont plus de 15 jours, je suis hors délai, je prends ma décision de rejet. Si la demande est complète et dans les délais, j'étudie le dossier. Si la demande est incomplète, eh bien, ce que nous dit le texte, c'est qu'à juste titre, l'employeur doit demander une régularisation avec le rappel des délais. Alors, c'est là où on peut avoir quand même une petite, un problème de temps parce que, bon, on sait tous comment fonctionnent les établissements publics hospitaliers. Un agent qui s'occupe de l'imputabilité, il fait souvent plein d'autres choses par ailleurs. Et donc, si j'ai un agent qui transmet une demande incomplète, le temps que je prenne la demande, que je regarde, que je constate qu'elle est incomplète, donc il n'y a pas de certificat médical, par exemple, ou j'ai pas la déclaration, ou j'ai qu'un certificat médical, je vais demander à l'agent de régulariser. Mais alors, comment je demande à l'agent de régulariser? Est-ce que je lui demande à l'oral? Est-ce que je lui demande à l'écrit? Est-ce que je lui demande, si je demande à l'écrit, comment j'ai la preuve que je lui ai demandé? Si je lui envoie un recommandé accusé de réception, il va être hors délai, hein, puisque c'est et deuxièmement, rappel des délais, mais des délais qui partent à compter de quoi? À compter de la date de l'événement ou à compter du moment de la demande de régularisation. Tout à fait, quand j'accompagne des employeurs sur la mise en place de procédures, je les invite à refaire partir un délai de 15 jours à ce moment-là. C'est vrai que légalement, c'est pas forcément carré par rapport à ça, mais ça me semble être plutôt juste pour laisser à l'agent de régulariser sa demande. Sinon, il se peut que je fasse une demande de régularisation alors que le délai de 15 jours est déjà passé. Il y a un côté quand même qui peut titiller le sentiment d'injustice de l'agent et ce n'est absolument pas l'objectif. Si la demande est régularisée, on étudie le dossier. Si l'agent ne régularise pas ou régularise hors délai, eh bien là, on va soit faire une décision de rejet, soit ce que j'invite aussi à faire aux employeurs, c'est le constat d'abandon, hein. De dire, bon, par courrier en date due où on vous avait demandé de régulariser, vous n'avez pas régularisé, donc je constate l'abandon de votre demande de reconnaissance de l'imputabilité. Très bien, merci Florent. Est-ce que vous pourriez revenir sur, le déroulement de l'étude, de la demande par l'employeur? Avec plaisir. Alors, je l'ai dit, en matière sur la procédure de reconnaissance, de l'imputabilité au service, c'est là, 2 objectifs. Premier objectif, c'est qualifier l'événement d'accident de service, c'est-à-dire est-ce que je suis face à un accident de service? Et on va voir que le nouveau contexte de la réglementation pose des problèmes qu'on n'avait pas besoin de se poser. Je vais vous le dire maintenant, Nathalie, parce que je le répéterai à un autre moment, mais de manière générale, l'ordonnance de 2017 sur la création du CITIS, comme le décret sur le CITIS de ce printemps, d'un point de vue objectif, est une perte de droit, hein, pour les fonctionnaires du régime spécial, notamment pour les maladies hors tableau. J'y reviendrai lorsque je parlerai des maladies contractées en service. Est une diminution des droits, mais aussi une complexification d'un environnement jurisprudentiel qu'on maîtrisait, qu'on connaissait. On avait énormément de jurisprudence, quasiment sur tout, et on avait une certaine sécurité sur la prise de décision finale. Cette ordonnance et ce décret viennent un petit peu brouiller les pistes et amènent à se poser des questions qu'on ne se posait pas avant, et notamment celle de savoir ce qu'est un accident de service, si je suis bien face à un accident de service. Parce que la définition d'avant, ça c'est très important à avoir en tête, la définition administrative qui existait avant, c'était est imputable au service toute lésion ou pathologie qui est en lien direct et non nécessairement exclusif avec le service. Donc une décision très très large. Et le juge demandait à l'employeur de se poser la question de ce lien, quand bien même il n'y avait pas d'événement. Le fait d'enfermer la réglementation dans des définitions précises et dans des notions précises, eh bien, oblige à
poser la question de ce qu'est un accident de service. Une question auquel on n'a jamais répondu de manière claire dans la jurisprudence jusqu'à présent. Donc, on vient se poser une nouvelle question qui devient primordiale. Est-ce que cet événement est un accident de service? Est-ce qu'un entretien d'évaluation peut être considéré comme un accident de service? Est-ce que une visite de l'inspecteur académique peut être considérée comme un accident de service? Est-ce que la prise en charge d'un patient dans un service difficile peut être considérée comme un accident de service? Est-ce que, si je suis d'actualité, être en contact avec un patient atteint du Covid peut être considéré comme un accident de service? Donc cette qualification juridique, elle devient complexe et on se retrouve à se poser des questions qu'on ne se posait pas. Puis la deuxième question, c'est la vérification du lien, bien entendu médical. Mais ça, quelque part, l'employeur n'a d'autre choix que de faire confiance aux médecins agréés et aux membres médecins agréés de la commission de réforme. Alors, ça a de conséquences, hein. Si l'événement n'est pas reconnu comme accident de service, la lésion ne sera de facto pas reconnue imputable, bien entendu, puisque l'événement n'est pas reconnu imputable. Et puis après, hein, par ailleurs, il se peut qu'on considère que bien l'accident est bien qualifié d'accident de service, mais la lésion, elle, n'est pas reconnue imputable parce qu'on considère qu'elle n'est pas en lien avec l'événement. D'accord, donc quand en fait on étudie une demande, il y a 2 questions à se poser. Est-ce qu'il y a eu un accident de service? Et est-ce que la lésion de l'agent est imputable? Oui, hein, c'est tout à fait ça, Nathalie, c'est ces 2 questions-là et la première devient, particulièrement complexe et quelque part elle appartient, à l'employeur. Bien entendu, il peut se faire aider, malheureusement par des interlocuteurs qui n'ont pas nécessairement, tous, la connaissance et les définitions juridiques sur la question. Il y a depuis 15 ans, et a fortiori maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait une incompréhension, du rôle de chacun, du positionnement de chacun sur cette question de l'imputabilité, notamment. Alors, pour le coup, qu'est-ce que c'est qu'un accident de service? Alors on a une tentative de définition dans l'article 21 bis de la loi, 83-634, hein, du titre 1, où on nous dit que il y a une présomption d'imputabilité au service de tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, donc dans le temps et le lieu du service, à l'occasion du lieu du service, ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, et en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. C'est le grand 2 de l'article 21 bis de la loi 83 634. Donc on a l'introduction de cette présomption qui n'est pas nécessairement une grande nouveauté, hein, parce qu'on avait une construction jurisprudentielle pour aller avec cette notion de présomption. Par contre, on nous dit que c'est présumé imputable tout accident survenu, mais on ne me dit pas ce que c'est qu'un accident. Ça, ça va être l'enjeu principal de la construction sur cette thématique de l'imputabilité dans les années à venir. Et la présomption est-elle automatique? Alors, faire du droit, c'est faire du vocabulaire. Donc, pour répondre à la question, il suffit de lire ce texte et finalement, il n'y aura de présomption qu'à partir du moment, où, j'ai des conditions qui sont remplies. Premièrement, c'est l'existence de l'événement, hein. C'est-à-dire que, c'est présumé imputable tout accident sur donc ça veut dire que j'ai un événement qui puisse être qualifié d'accident, premièrement. Deuxièmement, que ça a eu lieu sur le temps et le lieu du service. Ou à l'occasion d'une activité qui en prolonge, à l'occasion à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. Donc, une activité qui serait détachée de l'activité normale du service et des actes ordinaires de la vie sociale d'un service ne remplirait pas la condition de présomption. Je fais une bataille d'eau avec un collègue en service, alors que ça n'a
absolument rien à voir avec le service et que c'est pas non plus un moment de team building où mon supérieur hiérarchique a dit: «Bah, tiens, si on faisait une bataille d'eau». Et bien là, j'ai une activité qui n'est absolument pas liée au service, ni aux actes ordinaires de la vie courante. Même si ça a eu lieu sur le temps et sur le lieu du service, on n'est, pas dans la présomption parce que, cette présomption, elle est quand même conditionnée par l'exercice de l'agent d'une activité qui est son activité ou qui en constitue le prolongement. Alors, même si la présomption tombe, à partir du moment où j'ai une faute personnelle d'achat du service, je reviendrai rapidement tout à l'heure à cette notion. Et deuxièmement, si j'ai tout élément, qui, détache, l'événement du service, hein, toute circonstance particulière qui, détache, l'événement du service, un comportement, une situation, donc on ne peut pas résumer, la présomption par le fait que tout ce qui se passe en service, dans le temps et le lieu, est présumé imputable. Non, il y a l'ensemble de ces conditions à remplir et je peux aller vers un refus en, me basant, en me basant sur ces éléments-là. Deuxièmement, et ça c'est quelque chose que je tiens vraiment à dire parce que c'est très important, l'interprétation qui est faite de ce texte par, beaucoup, d'interlocuteurs que je rencontre, c'est que du coup, tout ce qui a lieu en dehors du service n'est pas imputable. Je ne partage pas ce point de vue. C'est que, d'une part, on peut tout à fait imaginer une situation qui a eu lieu en dehors du service, mais qui serait imputable au service. En dehors du temps et du lieu du service, qui serait imputable au service. J'ai le souvenir d'un agent, qui, devait donner les agréments, dans un département, pour les assistants, qui gardent les enfants, ouais, oui, ce que je veux dire, hein, les, assistantes maternelles. Voilà, Assistante merci. maternelle. Donc qui devait donner les agréments à assistantes maternelles et qui a, découvert un blog la concernant, où, elle était traitée de tout, insultée et compagnie et qui, en dehors du service, à l'occasion d'une activité où elle faisait ses courses, s'est faite agresser par une personne, verbalement et physiquement par une personne, qui, était, heu, une demanderesse et qui n'avait pas encore de réponse ou qui avait reçu une réponse négative. C'est en dehors du temps et du lieu du service. Ça reste que c'est lié au travail, hein. Donc, heu, je pense qu'il y aura ces questions-là de construction jurisprudentielle qui se poseront et j'espère, mais je ne vois pas les choses autrement, que le juge ne va pas, considérer que la présomption soit une condition. Est présumé imputable ne veut pas dire est conditionné. Ensuite, on a l'accident de mission, hein. Si on regarde le texte, il n'y a pas de définition de l'accident de mission. Or, l'accident de mission, je vais me retrouver pendant ma mission à avoir, une activité, sociale personnelle qui est différente de mon quotidien du fait de cette mission. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une interprétation restrictive de, ce texte-là. D'accord. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez faire une petite, présentation de la procédure, Oui. d'instruction? Oui, avec plaisir. Alors sur, la question de la procédure, on n'a pas de changement fondamental, sur l'accident de service. C'est différent pour les maladies contractées en service, mais sur l'accident de service, on n'a pas de différence fondamentale entre la procédure qui existait avant et la procédure aujourd'hui. Et d'ailleurs, là encore, la rédaction du texte peut tout à fait, prêter à confusion et là, à mon sens, il faut être très attentif là-dessus. On est sur, la même chose, hein, enfin quelque chose qui se rapproche de la procédure test qu'elle a été construite après, le décret de 2008, de novembre de 2008. C'est, premièrement donc, l'agent fait une demande complète, hein, dans les délais, on est d'accord? Donc première possibilité, il y a pas le doute. J'ai un agent, il était en service, il transportait un document d'un point A à un point B, il est tombé dans les escaliers, il s'est foulé la cheville. Il n'y a pas du tout besoin de mobiliser 75, médecins agréés, il n'y a pas non plus besoin de se poser 1000 questions, techniques, sur le fait que, bon, il est tombé dans l'escalier, il y a pas d'éléments particuliers, il y a 12 témoins, là, on peut prendre une décision directe de reconnaissance